bonjour Marie-Josée Avenier. Donc vous avez fait une grande partie de votre carrière au CNRS et vous êtes intéressée à un sujet qui est au cœur de nos préoccupations aujourd'hui dans l'Institut international de prospective sur les écosystèmes innovants, c'est la question du cadre épistémologique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cadre épistémologique? Parce que c'est tout de même un animal assez étrange. Oui, je suis désolée pour ce mot qui est un petit peu difficile. Alors, un cadre épistémologique, en gros, c'est quelle est la théorie de la connaissance que nous utilisons. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie et qu'est-ce que c'est que la connaissance? Alors, voilà. Alors, après, c'est un peu le chat qui se mord, le serpent qui se mord la queue. Alors, je vais, en vous présentant différents cadres, je pense que je vais pouvoir répondre à cette question plutôt que réutiliser des mots nouveaux pour expliquer des mots plus anciens. Vous allez être pointilliste. Donc, à l'heure actuelle, en sciences sociales, et en particulier en sciences du management, en sciences de gestion, il existe plusieurs cadres épistémologiques. La science s'est développée depuis 200 ans ou pendant 200 ans dans un cadre à peu près unique, qui était le cadre positiviste. Il existe un réel tel qu'il est en lui-même, c'était l'hypothèse, et ce réel est connaissable. Alors, ce réel est bien distinct du sujet observant. Tout à fait. Et il est indépendant du sujet observant et de l'attention que lui porte le sujet observant. Exactement. Et alors, cette hypothèse, il existe un réel tel qu'il est en lui-même, c'est ce qu'on appelle, je vais dire encore un gros mot, une hypothèse d'ordre ontologique. Elle porte sur ce qui est. Voilà. Et puis elle est fondatrice. Elle est fondatrice. Voilà, c'est une hypothèse fondatrice. On pose cette hypothèse. C'est un postulat. C'est un postulat. Voilà. Ça ne se démontre pas. C'est une croyance, un postulat. Voilà. Et dire que ce réel est connaissable tel qu'il est en lui-même, c'est une hypothèse qu'on appelle hypothèse d'ordre épistémique, puisqu'elle traite de la connaissance. Et un cadre épistémologique, pour répondre à la question que vous m'avez posée initialement, c'est spécifier ce que sont les hypothèses fondatrices d'ordre épistémique et d'ordre ontologique, sur ce qui est connaissable et éventuellement sur ce qui existe. Parce que nous allons voir qu'il existe des cadres où on ne pose pas d'hypothèse fondatrice sur ce qui existe. Alors pourquoi c'est tellement important? Et pourquoi c'est tellement important dans ce lien entre la pratique et la théorie? Alors, pourquoi est-ce important? C'est important dans la construction de la connaissance. Puisqu'il faut savoir, quand on construit des connaissances, ce que l'on considère être de la connaissance. Voilà, si vous voulez, le danger, c'est effectivement que si on construit toute sa connaissance sur un cadre épistémologique qui n'est pas le bon, on fait beaucoup de travail. C'est un peu comme si on avait tout faux dès l'origine. Voilà. Là, c'est lorsque l'on pose des hypothèses fondatrices d'ordre ontologique. On dit le réel existe tel qu'il est en lui-même et indépendant de l'attention. Si ce n'est pas le cas, tout devient faux. Tout devient non pertinent, voilà, c'est une... Et c'est aussi incroyable que cela puisse paraître, et évidemment, ça c'est passé inaperçu. C'est à un moment donné, en plein milieu du début du siècle précédent, c'est bien ce qui se passe avec Einstein. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là... C'est énorme. C'est-à-dire que... Et ça se passe dans le plus grand silence, sauf que c'est l'effondrement de 2 siècles, 3 siècles de connaissances qui sont brusquement remis en cause, peut-être pas directement, parce que ça reste relativement vrai. Mais tout de même, c'est ça la révolution d'Einstein. C'est 3 siècles de connaissances accumulées qui sont remis en cause, parce que justement, Einstein montre ou rend suspecte cette assumption, cette évidence, ce postulat que le réel est bien indépendant de l'objet, du sujet observant. Alors, en fait, la théorie d'Einstein montre cela, mais on peut adopter d'autres croyances à notre échelle. Et à l'heure actuelle, en sciences sociales, il y a grosso modo 4 grands cadres épistémologiques. Le cadre post-positiviste, ou positiviste, post-positiviste, un cadre qui se développe fortement actuellement, qui s'appelle le cadre réaliste critique,
le cadre constructiviste pragmatique, et là on commence à voir le lien avec l'action, avec le terme pragmatique, et un cadre postmoderne qui est le cadre interprétativiste. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces 4 cadres, on peut faire toutes les combinaisons sur les hypothèses d'ordre ontologique et d'ordre épistémique que j'évoquais tout à l'heure, sur il existe un réel tel qu'il est en lui-même. Dans le réalisme critique, par exemple, on dit non seulement qu'il existe un réel tel qu'il est en lui-même, mais il a certaines propriétés. Il est structuré en 3 niveaux, et il y a des relations d'intransitivité. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails dans cet entretien, mais donc ce cadre pose des hypothèses d'ordre ontologique fortes. Le cadre constructiviste pragmatique, lui, dit on ne connaît que notre expérience du réel. On ne sait pas s'il existe un réel tel qu'il est en lui-même, puisque on ne connaît que ce que l'on perçoit à travers ses sens. Alors, si vous regardez un cylindre, vous avez un cylindre. Si vous le regardez vu de dessus, vous voyez un cercle. Si vous le regardez de face, vous voyez un rectangle. Selon la position où vous êtes, vous allez le voir différemment. Donc votre expérience du réel va être différente. Vous allez l'étudier, donc vous pensez étudier des choses différentes, des phénomènes différents. C'est le même, mais vu sous un angle différent. Donc ça, c'est un autre cadre épistémologique. Et puis, la dernière tradition dit, le réel, finalement, il dépend du sujet qui le regarde. C'est le réel qui va créer son sujet d'étude. C'est le sujet va créer son propre sujet d'étude, va créer sa propre réalité. Donc vous voyez, on a un spectre où on va il existe un réel tel qu'il est en lui-même, un réel structuré, on ne fait pas d'hypothèse, et la dernière colonne, le dernier paradigme, c'est le réel est relatif. Donc, oui, subjectif. En fait, subjectif. On glisse d'un objectivisme pratiquement strict à un subjectivisme lui-même pratiquement oui, total, extrémiste. Voilà. Alors pourquoi cette dimension du sujet et de l'objet prend tellement d'importance en sciences sociales? Parce que je pense que ça c'est bien. On a parlé d'Einstein, vous êtes une mathématicienne, vous savez à quel point ce paradigme de la séparation du sujet et de l'objet est au cœur de la science classique newtonienne. Et finalement, on comprend comment brusquement se dire qu'il y a une interaction entre le sujet et l'objet puisse poser des problèmes, des questions métaphysiques aux physiciens. Mais au fond, n'importe quelle personne qui observe ou qui travaille dans les sciences sociales, elle sait bien, parce qu'il a affaire, le chercheur a affaire à de l'humain, qui est lui-même un sujet. Donc traiter un sujet comme un objet, c'est déjà plus difficile. Penser qu'un atome ou qu'un objet physique est un pur objet, c'est facile. Objectiver un sujet, c'est beaucoup plus difficile. Donc au fond, oui, je comprends votre question. Comment vous avez navigué là-dedans? Parce que c'est passionnant, cette dimension venant des sciences dures, votre découverte du caractère malléable des sciences plus molles, entre guillemets, des sciences humaines. Je n'aime pas cette expression. L'expression science molle, je préfère une science douce, soft science, science douce. Et en fait, oui, voilà. Malgré tout, l'idée qu'il existe des réels indépendants de moi, par exemple, lorsque j'étudie, je collabore avec une entreprise qui s'appelle l'entreprise Beauvais International depuis 1998. Cette entreprise fonctionnait avant moi, elle fonctionne en ce moment en dehors de moi. Donc, ce n'est pas, je n'influence dans ma relation avec cette entreprise, tout n'est pas influencé dans une relation sujet-objet. Elle ne disparaît pas le jour où vous cessez de vous intéresser. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, c'est des sujets vraiment complexes. Mais ce qui est intéressant dans le travail que j'ai fait avec ma collègue Catherine Thomas de l'Université de Nice, c'est en repérant que dans les 4 cadres que j'ai évoqués avec vous, les buts de la connaissance ne sont pas les mêmes. Dans un cadre positiviste, vous allez chercher des régularités de surface pour pouvoir les analyser.
Vous allez prendre des choses et essayer de trouver des patterns, des corrélations. C'est ce qu'on fait souvent, c'est de trouver des corrélations. Pour trouver des lois universelles. Pour trouver des... Enfin, le sous-entendu est très platonicien. Exactement, exactement. Dans le réalisme critique, l'idée, ça va être d'identifier, de découvrir des mécanismes générateurs sous-jacents aux dynamiques que l'on observe. Vous voyez, positivisme, on reste à la surface. Réalisme critique, on passe en dessous. On a identifié des régularités de surface et on essaye de comprendre d'où elles viennent. Donc, la notion de mécanisme générateur. Dans le constructivisme pragmatique, on va essayer d'organiser, de rendre intelligible notre expérience du réel. Nous ne disons pas voilà comment le réel fonctionne, mais voilà comment nous comprenons à travers notre expérience que le réel fonctionne. Est-ce que ce n'est pas la base de la phénoménologie? Exactement, c'est une hypothèse phénoménologique, mais derrière, le mot pragmatique veut dire que les connaissances qu'on développe vont être mises à l'épreuve dans l'action sur le terrain. Et on revient à l'idée de la relation entre théorie et pratique, puisque la mise à l'épreuve ne se fait pas de manière statistique, mais dans l'action concrète sur le terrain. C'est un peu la praxis. Voilà. La dialectique, action, pratique, comme connaissance, quoi. L'action pratique comme mise à l'épreuve et aussi comme but de la connaissance aussi dans ce cadre-là. C'est à la fois le but et c'est la mise à l'épreuve. Et finalement, dans le dernier cadre dont j'ai parlé, qui est le cadre interprétativiste, le but, c'est comprendre les constructions de sens que les acteurs effectuent en situation. Et souvent, vous avez derrière une visée émancipatrice des acteurs. On va comprendre, on va mettre en relief les phénomènes de domination, de relations de pouvoir. Donc le but est complètement différent. On voit que dans les quatre, et c'est pour ça que c'est important de spécifier son cadre épistémologique, parce que bien sûr, les modes de justification vont être différents, et les modes de mise à l'épreuve vont être différents. Alors, inutile de dire que ces cadres épistémologiques sont importants dans leur complémentarité, mais que tristement, elles donnent souvent lieu à des écoles et à des luttes intestines à l'intérieur des grands temples de la connaissance que sont les universités. On pourrait en dire beaucoup, et notamment quand on fait un doctorat, à quel point c'est important de savoir où on met les pieds, en quelque sorte. Merci beaucoup sur cet éclairage sur les cadres épistémologiques, et nous allons découvrir dans la prochaine vidéo Edgar Morin, et c'est ça le principe pour analyser la complexité. Donc là, on sera, je ne sais pas dans quel cadre épistémologique, mais on va sûrement l'expliciter. Ça sera pour notre prochaine vidéo.